Maururu, merci beaucoup. Je vais parler en français et je vais remercier Mathieu de ne pas être venu parce que peut-être que du coup, c'est pas très grave si je dépasse un peu les 15 minutes parce qu'on m'a demandé de parler très lentement. Donc, du coup, anyway. Donc, je commence avec un peu de brainwashing, ok, parce que en fait, ce n'est pas la génétique ou la linguistique ou le lithique qui sont le plus importants dans l'archéologie du Pacifique, ce sont les charbons, ok. Donc, l'anthracologie, c'est un mot savant pour dire qu'on étudie les charbons qu'on retrouve dans les sites archéologiques en identifiant les espèces. Et en fait, on utilise vraiment le charbon comme un écofact, mais aussi comme un artefact, puisque c'est le produit des actions humaines. Et on sait notamment dans le Pacifique et en Polynésie que les arbres ont une importance pas juste pour la nourriture, mais aussi une importance rituelle, symbolique, etc. Et je voudrais aussi donc en profiter pour enfoncer dans la tête l'idée que les restes archéobotaniques, il faut que je parle encore plus lentement, ok, que les restes archéobotaniques, en fait, il y en a tout le temps, hein, de différentes sortes, selon le type de préservation qu'on a dans le site, mais qu'en général, ce sont les charbons qui sont les plus présents. Évidemment aussi parce que l'humain, l'Homo sapiens, et en fait l'hominidé en général, a une longue histoire de relation avec le feu. On adore ça, partout où on va laisser des charbons derrière nous. Donc, très rapidement, comment on fait ça? Surtout dans le Pacifique où l'anthracologie a été développée récemment, en général, on commence par créer une collection de références qui va nous permettre ensuite de comparer les charbons de taxons que l'on connaît avec ceux qu'on trouve dans les sites archéologiques. Donc, il y a des descriptions anatomiques et ensuite donc les images. Et en fait, c'est un peu comme des visages, hein. On peut reconnaître les espèces en regardant l'agencement de différents éléments anatomiques. Aussi, il y a certains principes qui ont été mis en place en fait pour qu'on soit sûr de pouvoir partir de ces charbons déposés dans des sites archéologiques pour remonter à ce qui nous intéresse, les humains, leurs activités, leurs relations avec le milieu et le type de végétation qui poussait autour du site au moment de l'occupation. Et donc pour ça, je vais juste aller rapidement sur deux points importants. On a démontré que, en fait, si on se focus sur des sites domestiques, des feux domestiques, on va avoir une meilleure représentation de la diversité parce que les humains bougent partout dans l'environnement, ils ramènent du bois de feu avec eux, donc on a une bonne représentation du paysage par rapport à un dépôt de type naturel. Et aussi qu'il faut avoir non seulement des zones de concentration comme des foyers ou des fours, mais aussi le charbon qui sont diffusés autour, qui représentent toute l'occupation. En fait, le foyer ou le four, ça va être un snapshot du moment où il y a eu le dernier feu en général. Voilà. Et aussi, on a des principes au niveau de la taille des assemblages qui doivent être identifiés. En Polynésie, on commence maintenant avec le développement des études à savoir qu'à partir d'une centaine de fragments, on peut avoir une bonne représentation de la diversité taxonomique. Et c'est important de regarder les plus petits fragments, pas juste les plus grands, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut que les archéologues et les gens qui fouillent avec nous soient assez motivés pour faire du petit tamisage, s'il vous plaît, jusqu'à 2 millimètres, et qui passent du temps à tamiser dans l'eau. OK, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous parler de mes études de cas qui ont été développées sur les 10 dernières années. Malheureusement, c'est très difficile de trouver du travail en tant qu'archéobotaniste. Donc, en fait, ça, c'est pas mon job principal, c'est ce que je fais à côté. Donc, ça veut dire que je suis très lente, comme Pat Keller chez Jennifer, on peut se rendre compte dans les analyses, puisque je fais ça à côté de mon travail. Mais aussi, ça veut dire que je me suis concentrée sur des assemblages relativement petits pour l'instant. Mais ça m'a donné l'occasion, cette conférence, de pouvoir, en fait, pour la première fois, essayer de faire une synthèse comparative de toutes ces études dans ces différents archipels. Donc, en fait, on a donc 5 îles différentes, 1, 2, 3, 4, 5, dans différents archipels. Et certaines îles, maintenant, on commence à avoir plusieurs sites avec, vous voyez, différents types de contextes. Des contextes de type dépôts qui représentent des dépôts d'activités horticoles, des occupations domestiques, des occupations plutôt rituelles aussi. Et vous voyez aussi la chronologie est assez large. Donc, on va pouvoir essayer d'avoir une petite idée de toutes ces différentes phases au niveau des charbons. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je sais que vous ne pouvez pas tout lire, hein. Donc, je vous ai mis les diagrammes d'anthracologie en mettant en gros les espèces qui sont peut-être les plus parlantes. Et j'ai essayé de faire une petite synthèse en couleur, n'est-ce pas, magnifique sur le côté, pour avoir une image un peu de ce que ça veut dire overall. Donc, je commence avec un assemblage que je viens juste de terminer après plusieurs années que Jenny a attendu le résultat, qui donc représente un des sites dont elle a parlé ce matin, SCMO 350, où on a a priori un niveau qui date du 12e à peu près et ensuite un niveau du 13e.
Et donc là, en fait, ce que vous voyez sur ce diagramme ici, c'est un peu les usual suspects qu'on retrouve en anthracologie, hein. On retrouve du noni, on retrouve du porao, on retrouve du Syzygium malacanse, de la cordyline, et on retrouve de l'Inocarpus et du breadfruit en général. Là, par exemple, dans cet assemblage, on a en fait du mappé peut-être au 12e, donc dans les premiers niveaux. Donc là, il va falloir qu'on fasse peut-être une datation directe pour être bien sûr, parce que, comme l'a expliqué Mélinda, en fait, même dans les îles de la Société, on avait une sorte de signature comme quoi le mappé arrivait peut-être plus tardivement que les autres espèces horticoles. Donc là, si on avait une présence plus ancienne, ben, ça nous porterait à poser des questions nouvelles sur ce genre de questions. Ensuite, si on passe au site qui représente la période du XIIIe, on voit qu'en fait, il y a une perte de la représentativité au niveau de la diversité des taxons qui représentent la forêt de type naturel, alors que tout ce qui est forêt littorale, végétation littorale et horticole continue à être bien représenté. Mais vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forte... les espèces horticoles qui étaient plantées en fait, correspondent aussi souvent à des espèces qui sont naturellement présentes sur le rivage. Donc, il y a aussi une relation directe entre la végétation qui se trouve sur les îles de manière naturelle et la végétation que les gens ensuite ont intégrée dans leur système et ont plantée sur les sites, etc. Donc, il y a aussi quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Donc, j'essaye d'avancer un petit peu. Ensuite, on a les sites qui se trouvent sur une autre partie de Moorea, au nord, où on a des représentations en fait de niveaux plus récents. Et là, à nouveau, on retrouve un peu les usual suspects. Et vous voyez que Hibiscus ciliaceus, par exemple, là, pour parler de ce cas-là, il est présent en fait assez tôt dans les niveaux. Et donc, il y a aussi une question qui commence à se poser maintenant que je compare tous les diagrammes anthracologiques des autres îles aussi, vous allez voir, qui est qu'on a eu tendance à interpréter la présence du Purao comme une signature en fait d'impact anthropique sur le milieu, puisque c'est une espèce un peu invasive. Mais en fait, c'est aussi une espèce littorale qui est présente dans les îles. Donc peut-être aussi qu'il faut qu'on commence à se poser des questions sur la présence du Purao déjà à la base et pas toujours l'interpréter comme une signature d'impact anthropique. Il y a peut-être quelque chose à aller voir comme ça. Et ensuite, quand on regarde dans les périodes carrément plus tardives, donc on voit l'évolution où on continue à avoir en fait de plus en plus de présence en termes de fréquence et de nombre d'espèces de tous ces arbres qui sont plantés dans les jardins horticoles, que ce soit pour des raisons symboliques ou pour des raisons alimentaires. Mais il y a toujours une assez forte signature de la végétation littorale naturelle et aussi de la végétation de forêt. Donc en fait, les gens continuent probablement à se déplacer dans ces milieux-là. Et ça veut dire aussi que ces milieux-là continuent à avoir une certaine diversité. Ils sont quand même, donc comme l'expliquait Mélinda, c'est pas aussi simple que de la déforestation. Il y a quand même un management qui continue à être présent. Donc, dans ces assemblages, je voulais passer un petit moment pour vous parler d'une autre identification un peu spéciale que je commence à avoir dans plusieurs assemblages. Donc, en fait, il s'agit d'un conifère qui n'existe pas normalement donc, en Polynésie et que j'ai commencé à retrouver dans deux assemblages, dans deux sites différents de Moorea, mais aussi, on va passer à Mopiti, aussi dans un assemblage de Mopiti. Et donc, au début, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être du pinus qui a été introduit par les Européens et que c'était peut-être donc quelque chose qui avait glissé par les fameux trous de crabe hein, dans les niveaux. Mais en fait, en travaillant plus à l'identification, je me suis rendu compte, alors là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est juste pour... je pensais que Jen allait être là et que j'allais pouvoir parler à ma co-nerd de Charcoal Anatomy, qui donc a des signatures très typiques qui font que ce n'est pas du tout du Pinus, c'est du Pseudotuga, qui est une espèce qui pousse sur la côte pacifique de Californie et du Mexique. Et là, le fait que je commence à en retrouver dans 3 sites différents, à des époques différentes, il y a quelque chose à aller creuser. Donc, il va falloir aussi peut-être faire des datations directes pour comprendre. Alors, l'explication la plus économique, c'est le bois flotté, bien entendu. Mais du coup, là encore, ça va un peu remettre en question. S'il y a des présences de bois flotté, il faudrait peut-être qu'on trouve des moyens de pouvoir identifier le fait que le bois provient de bois flotté plutôt que de bois ramassé dans la végétation autour. Bon, ça, c'était une petite question particulière. Donc maintenant, pour vous parler rapidement de Mopiti, là à Mopiti, on avait 3 sites avec différents types de contextes. Donc là, je voulais surtout insister sur la différence en fait entre des contextes de type domestique ou horticole et des contextes de type peut-être donc identifié comme une occupation de type élite et ensuite au-dessus de ça un complexe de marae. Parce qu'en fait là, on voit que les types d'espèces qui sont dominantes, super.
Euh, ce sont pas celles qu'on retrouve habituellement. Par exemple, là, le ficus est surreprésenté, donc le banyan. Il y a certainement une signature socioculturelle particulière. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à aller voir. On voit aussi que l'arbre à pain est très représenté dans un niveau qui correspond certainement à un niveau horticole, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour summariser la même chose. Ensuite, on regarde l'assemblage de Mangareva, où on se rend compte, encore une fois, je voudrais insister sur le fait que en fait, le Purao est présent déjà de façon assez fréquente, hein, déjà dans les niveaux de première occupation, et il continue à être aussi présent dans le niveau qui suit. Dans le même temps, on a aussi la présence du Miro, donc, qui apparaît dans le deuxième niveau d'occupation. Et ça veut dire que globalement, on passe d'une végétation littorale de type naturel, avec la présence de quelques espèces à signature anthropique, à en fait une très forte représentation ensuite de la végétation anthropique et une perte de la diversité de la végétation de type littoral. Mais on voit que la végétation de type forêt naturelle continue à être représentée et exploitée par les hommes et les femmes, bien sûr. Donc ensuite, on va passer à Fakaina, qui est un nouveau projet que je viens juste de commencer. Et là, ce qui est intéressant avec le site de Fakaina, c'est qu'en fait, c'est un haru de Marae. Donc là, on est dans un contexte rituel bien particulier. Et on voit encore une fois que donc, dans ce genre de contexte-là, on a une surreprésentation d'une ou deux espèces en particulier. Donc là, c'est Terminalia. Alors, dans ma collection de références, il correspond au Catapa. Normalement, Terminalia catapa, je ne sais plus quel est son nom en français, son nom commun. Il a été introduit par les Européens. Donc, il va falloir que je compare avec plus d'éléments de référence pour voir si ça ne peut pas être plutôt une des espèces qu'on trouve dans le Pacifique. L'autre aspect qui est intéressant dans cet assemblage, c'est qu'on retrouve beaucoup de drupes de pandanus fragmentées et brûlées, et beaucoup de parties du pétiole en fait du coco aussi brûlées. Et en fait, je vais vous parler de ça avec les assemblages des Yao, parce qu'il semblerait que ce genre d'utilisation en fait soit lié au fait qu'on veut des feux avec des températures assez élevées qui brûlent assez vite, etc., selon les données Ethnobota. Donc, je vais aller rapidement sur EIAO pour terminer, parce que je l'ai rajouté parce que je voulais en parler, puisque c'était un travail que j'avais fait pour Michel Charleux, qui n'est plus avec nous, et donc j'ai pas pu finir exactement, mais je voulais quand même un jour présenter les résultats. Et donc là, sur le site d'EIAO, on avait deux assemblages, un assemblage qui correspondait à un pae et un assemblage correspondait à ce que Michel avait interprété comme un foyer spécialisé pour la chauffe du basalte. Hein. Et donc là, on a deux signatures très différentes. Donc ça, c'est deux niveaux du pae, où en fait, tout ce que vous voyez au-dessus de la ligne rouge pour les deux assemblages, en fait, c'est que des restes de drupes de pandanus brûlés. C'est la grande majorité des assemblages et très peu de charbon de bois. Donc c'est assez surprenant. Et après, dans les charbons de bois, bon, on a une signature écologique assez logique pour l'environnement. Alors que dans le foyer qu'il avait interprété comme un foyer spécialisé pour la taille, là, on a principalement du charbon de bois qui est assez diversifié et avec une représentation de la végétation qu'on trouverait sur l'île à ce moment-là, on s'y attend. Mais comme vous voyez, une grosse représentation des pétioles de coco et donc qui aurait tendance peut-être à confirmer l'hypothèse de Michel, en fait, que les gens qui ont fait ce feu-là cherchaient à avoir quelque chose qui produisait beaucoup de chaleur très rapidement. Bon. Donc, je suis désolée d'avoir été un peu vite. Ça, c'était la dernière slide pour essayer de comparer un peu l'ensemble de ces résultats avec mes espèces de petites synthèses en couleur. Et j'ai rajouté le travail de Jen aussi là-dessus, puisque évidemment, c'était un des gros travaux qui ont été menés en tracologie dans la région. Et le point principal, pour conclure, je dirais, c'est que d'une part, on se rend compte en fait que les contextes, forcément, sont très importants pour pouvoir ensuite interpréter ça au niveau du paléo-environnement. Il faut d'abord passer par l'interprétation paléo-ethnobotanique et socioculturelle, en fait, pour pouvoir ensuite utiliser ça pour comprendre le milieu et l'évolution du milieu. Et puis, il y a des points particuliers qu'il faut encore qu'on arrive à mieux comprendre, que ça soit au niveau de l'identification précise de certaines espèces, de leur date d'introduction, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus de fouilles et qu'il y ait beaucoup plus d'études de charbon. Donc, s'il y a des étudiants qui veulent faire du charbon, eh ben, ils peuvent m'écrire, hein, parce que c'est toujours en thèse qu'on est capable de faire les meilleures études et les meilleurs assemblages. Et donc, il faudrait aussi peut-être chercher à plus se concentrer sur des assemblages de charbon qui proviennent de zones d'occupation bien délimitées
et aussi de feux domestiques qu'on peut comparer à des feux rituels, etc., pour avoir des assemblages qui ont une bonne diversité taxonomique et une bonne solidité pour notre construction du paléo-environnement et des interactions entre les hommes et le milieu. Voilà.